Je suis le vainqueur du concours Démosthène. Je vais donc m'efforcer de réfléchir vite, faute de temps. Et oui, les minutes passent vite, et le temps c'est de... L'argent. Non, c'est des crédits U-Discover. Le choc. Oui, le choc. Quentin, le choc, et Monsieur la femme. Voilà. Non, j'avoue, j'ai essayé de faire la même blague à Carrefour, ça n'a pas super marché. Alors je dis ça pour vous, donc rigolez pas. Alors je vous propose un tonnerre d'applaudissements pour cette technique de drague plutôt douteuse. Je suis vraiment désolé. Il a pas osé, c'est dommage parce que j'avais une petite surprise pour lui. J'aimerais faire un selfie avec vous tous. Ouais, non? C'était la vie d'un regard, je vous remercie. Donc là, faut que je vous raconte une histoire qui m'est arrivée là. C'est un truc de malade, un truc extraordinaire. Et si tu n'existais pas, comment ferais-je pour exister? Mais doit-on sacrifier nos valeurs morales? Donc convainquez le diable de vous laisser sortir de l'enfer. Il suffit pas d'avoir de la sape ou même de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag baby. En fait, c'est simple, c'était un mercredi soir. Du coup, je vais finir vite. Excusez-moi du terme, mais il me semble qu'au paradis... je suis désolé, en fait, c'est pas vraiment moi, c'est un peu mon côté ancêtre, tu vois. C'est un peu mon côté Ceci est un écran ultra digitalisé. Pourquoi Dieu ne peut-il pas être un homme ou une femme? Je m'occupe aussi de la fouine. Non, vous voyez pas, vous savez, le mec là, avec sa petite barbichette. Bonjour. L'art, le talent de bien parler, l'aptitude à s'exprimer avec aisance, la capacité d'émouvoir, de persuader par la parole. Soyez réaliste, Dracula, c'est pas de l'Empire. Vous êtes Monsieur la Femme. La classe 6. Enfris de la tristesse 2014. Préparez votre valise pour Mars. Sérieusement, vous étiez dans quel état quand vous avez pensé à mon sujet? Du fond du cœur, à ne pas remercier celui qui a placé le sujet dans la pochette. Président de l'association Geek 2000 Melun-Nord et je suis un speed dating. Je crois que c'est une révélation, vraiment. Et je pense que tout... Il est temps pour vous de regarder la finale du concours. Il a été celui à l'origine du concours Démosthène. Il a su nous impressionner au début de l'année avec ses costumes 8 pièces, ses bonus culture G, son passionnant Norbert Wiener, ses astuces lamentables pour draguer que nous n'utiliserons jamais, sans oublier sa fameuse mimique pour demander le silence. C'est maintenant à son tour, pour notre plus grand bonheur, de passer derrière le pupitre, Stéphane Ancel. Non, c'est fini, les gars. Déjà coupé. Merci à tous d'être là. Vous pardonnerez déjà cette voix effectivement lamentable, caverneuse, qui ajoute une profondeur d'âme, en quelque sorte. Comme je n'aime pas me mettre en avant, tu dois avoir mal entendu entre
entre nous en fait. Enfin, pour vous quitter, nous aimerions adresser un message à notre cher professeur, Stéphane Ancel. Nous aimerions t'entendre sur un sujet d'éloquence. Vous êtes humoriste, décrivez-nous votre public. Donc, non, je ne relèverai pas le défi. Pour l'instant, c'est pas moi qui doit être éloquent, c'est vous. À la limite, peut-être ce soir, on verra. Cependant, on a l'honneur. Et c'est avec une certaine émotion que je vais ouvrir ce concours en m'adressant à toi, cher Fabrice. Quand tu m'as appelé il y a quelques mois pour être le parrain de mon concours, je ne te cache pas que j'ai été très honoré. Ta participation allait incontestablement donner une dimension plus grande à cet humble concours. J'ai pensé que celui-ci allait t'apporter aussi un regain d'intérêt auprès d'un public un peu plus jeune que tu as perdu depuis quelques années. Mais tu le sais, il y avait un certain nombre de personnes sur les rangs du monde, du beau monde, les Benoît, les Francis, Gérard, les autres. Et c'est vraiment en raison de l'amitié qui nous unit et qui t'honore que j'ai mis en avant ta candidature. Et tu es aujourd'hui parmi nous, le parrain de ce concours. Ton public est là, tes fans, tes fidèles, moi, ceux qui t'aiment. Profite bien, cher Fabrice Lucchini, de ce morceau d'éloquence. Merci à toi. Je vais accueillir maintenant deux anciens, deux vieux, qui sont sur leur perchoir, comme les vieilles marionnettes. C'était quoi? C'était pas les Muppet Show. Ah oui, ils ne connaissent pas. C'était dans les années 70. Les deux guignols, Steininger, Batman, ils vont assurer une sorte de transition, de passation. Deuxième année, voilà, passe le flambeau, première année, et vous-même l'année prochaine. Victor, qui vendrait père et mère pour un bon mot, qui a déjà vendu frère et sœur. L'homme qui fait l'amour devant la Tour Eiffel en citant Renaudot. Toi-même tu sais. Et j'ai plein d'images en tête. C'est tellement beau quand même, tel que tu m'as raconté. Victor, eh bien, viens parmi nous et passe le flambeau, montre ce que tu sais faire. Je te montrerai ma Tour Eiffel, Stéphane, un jour. Bonjour. Merci d'être présent. Pourquoi je fais des pauses comme ça, moi? Merci d'être présent à la conférence sur l'éloquence que nous donnons mes confrères et moi-même aujourd'hui. C'est parti pour 5h43 d'explications sur comment est constituée l'éloquence. Bien évidemment, à question de merde, réponse de merde. Hein. Faisons tout de même attention à ne pas tomber dans la grossièreté. Mais voilà, si certains dans la salle ne se sentent pas avoir la capacité cérébrale de suivre cette conférence, vous êtes cordialement invités à vous casser. Voilà. Pardon? Crédit quand même. Ah oui, crédit, mais là, bon, tu t'arrangeras. Ouais, c'est vrai que ta personne sans crédit ici. Bon, top. Vous avez noté peut-être cette intro. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était une super intro, super jeu d'acteur, super jeu de lumière en rapport avec les cheveux en plus, tout a été calculé. Merci Stéphane hein, pour la régie. Alors, débuter dès le début. Ah non, pardon, excuse-moi. Parce que j'ai écrit ça il y a 1 heure et donc du coup je sais toujours où j'en suis. J'étais à la Scoulière avec Stéphane. Ce mec était en finale l'année dernière quand même. Hein. Pour vous dire le niveau de la finale quoi. Et pour vous dire la déchéance humaine. Faut parler dans le micro, c'est quand même. C'est le seul qui a fait rire.
C'est le seul qui a fait rire François Rollin, c'est tout dire déjà. Ouais, je m'en souviens, ouais. Bon, et puis cette intrigue qui commence dès le début. Alors, débuter dès le début, ça veut rien dire. Je vais avoir beaucoup de jeux avec vous pendant ce passage, comme j'ai eu l'année dernière. Donc je vais dire des conneries dans mon passage, et je vais voir comme ça si vous réagissez, et donc si vous suivez. Je devrais pas avoir trop de mal. Alors, redevenons plus ou moins sérieux pendant quelques minutes, même si le sérieux n'a jamais été un critère d'évaluation dans ce concours. Bonjour. Quelle joie d'être de nouveau là pour la finale du concours d'éloquence. Après l'avoir perdu comme un bleu l'année dernière. Si je ne te connaissais pas, Stéphane, je dirais que tu as encore envie de me voir dire n'importe quoi ici. Voilà, je suis un peu le bouffon du roi. L'année dernière, je n'ai pas gagné, non. Cette année, j'ai eu la chance de faire partie du jury du concours, et pour cette finale, on m'a offert l'opportunité de revenir pour faire un court passage devant vous. Petite différence entre les vrais candidats et moi-même, j'ai pu choisir mon sujet. Et oui, c'est un petit luxe. J'ai choisi comment faire un bon concours d'éloquence. Alors j'ai hésité avec vous êtes un œuf qui décide de traverser le monde, sauf que vous avez des cheveux qui poussent et vous découvrez que vous êtes le fruit de l'union entre une poule et un aigle royal. Enfin, je sais pas si vous voyez le bordel un peu. Enfin, ça aurait pu être une race de poules qui dansent. Et oui, la poule dance. Ah, je t'avais dit que tu échappes pas. Comment faire un bon concours d'éloquence? Un bon concours d'éloquence, ça commence par des salutations. Donc voilà, on salue le jury. Histoire de bien failloter un coup, hein, et d'avoir un petit bonus sur sa moyenne, ça fait pas de mal. Monsieur Lafargue, je vous rappelle que vous m'avez au deuxième semestre. Ensuite, un bon concours, c'est quelqu'un qui va réussir à faire comprendre son sujet à tous les types un peu endormis en face de lui. Le mien, il est intellectuellement pas trop compliqué. Voilà, non, parce que intellectuellement pas compliqué, ça veut rien dire non plus. Donc là, voilà, effectivement, personne n'a réagi, donc vous êtes tous détendus, merci. Donc je ne vais pas du tout. Je continue. Une fois que vous avez réussi à faire comprendre à l'Assemblée en quoi une mouche ne peut pas devenir le président de la République du Congo, vous commencez les vannes. Alors on a un peu tous notre petite patte ici. Hein. Moi aujourd'hui, j'ai eu peur de tomber sur une patte de micro. Au moins il y en a qui ont compris, merci. Oh, c'est vrai que t'es là, toi. Certains s'amusent à faire de la magie. Pour ne citer personne, Yacine. Alors Yacine, par contre, excuse-moi, je vais m'adresser à toi directement. Tu vas m'expliquer en quoi la magie et l'éloquence ont un rapport. Toi, tu vas finir par écrire les mauvais téléfilms qui passent le samedi après-midi sur M6. Hein, oui, nous à la maison on fait ça. Le dimanche, on a trop mangé, on est sur le canapé, prêt à entamer généralement un bon téléfilm. La discrétion, c'est dessus. Du coup, j'ai perdu la page. Oui, le dimanche, pardon, on est prêt à entamer un bon gros téléfilm. Voilà, on a bien mangé, on est sur le canapé, on est tranquille. Et vous savez, vous avez tous dans vos familles un gros lourd dans ces cas-là. Quelqu'un qui va venir vous embêter, voilà, qui va débarquer comme une fleur et qui va vous dire les gars, on se fait un trivia de poursuite, tranquille. Voilà, on l'a tous ce mec-là. C'est le mec qui va rentrer comme une fleur et qui va débarquer en disant, alors que vous avez une ventre bien remplie, qui veut une quiche, quoi. Enfin, voilà, le gros lourd. Voilà donc. Merci de te marrer Stéphane, t'es bien seul. Voilà donc, je viens de passer de Yacine à une quiche. Et personne n'a relevé. Vous n'en avez strictement rien à foutre, merci les gars. Voilà. Pour revenir sur mon sujet, je me suis un peu égaré. C'est un piège qu'on a. On a tendance à trop s'égarer ici. Et pour toi, c'est là. L'humour dans un concours d'éloquence sert à capter l'attention de l'auditoire. L'auditoire, c'est vous, hein, c'est vous. C'est les 50 mecs qui n'étaient pas là quand je parlais de quiche, hein, vous n'avez pas compris. Mais l'humour dans un concours d'éloquence n'est pas indispensable. Ce qui est assez marrant de voir comment les gens s'expriment en public. Vous avez toujours vu des gens qui, quand ils commencent à parler en public, prennent un ton un peu spécial. Pour prendre un exemple connu ici, c'est comme si je disais PlayStation.
Là, pour sauver sa vie, il faut pas se retourner. La catégorie... Non, je parlais pas de vous. Je n'oserais pas. La catégorie de personnes qui incarnent le mieux ce que j'étais en train de vous dire, ce sont les prêtres. Tu le sens bien? Ok. Ah, c'est rigolant. Non, on ne met pas les hommes là-dedans. Cher ami, cher étudiant, professeur, Stéphane. Non, je te rends pas dans les autres catégories, Stéphane. C'est quand même des vannes où on clash qui font plus marrer les gens. C'est hyper simple en fait. En ce jeudi, veille de vendredi, lendemain de mercredi, rendons grâce à Dieu. Vous avez souhaité ce soir que je vous raconte l'histoire de Jésus. C'est une histoire cocasse. Un jour, sur la route de Judée, Jésus dit à un rappeur, « Arrête tes nazes ». Et Jésus de Nazareth. Bon voilà. Celle-là, elle était pour vous, monsieur Frédéric Rancel. Bon voilà, on va pas épiloguer 100 ans. Un bon concours d'éloquence a aussi et surtout, pour ma part, des blagues de merde. Je vais pas monopoliser le temps de parole. Qui a dit A plus longtemps, pour plusieurs raisons, parce que je sais que Stéphane voudrait virer les clowns assez rapidement, et qu'il voudrait passer aux choses sérieuses, et en plus je suis attendu autre part. Donc merci à vous d'avoir écouté, bonne chance aux autres candidats, c'est que du plaisir, et vous pouvez applaudir Stéphane Ancel pour permettre à ce concours d'exister, s'il vous plaît. Comme quoi l'improvisation ça réussit pas tout le monde. Donc la leçon c'est de travailler, travailler, travailler. À sortir. Une fois que vous avez travaillé. Son nom même est un canular. Je ne parle pas de sa chevelure. Si monsieur François, monsieur Batman, l'homme qui l'année dernière a incarné l'autre François, il restera le premier François Lafargue de l'histoire du concours Démosthène. Monsieur Batman. Bonjour à tous. Ça va? J'ai dit, est-ce que ça va? C'est vrai, parce que dans les spectacles comiques, ils font tous ça, ils le demandent 3 fois au moins. Donc bonjour le jury, salut tonton. Vous n'êtes venus que pour cela, je le sais, il le sait, nous le savons tous, et toi Stéphane, toi-même tu le sais. Aujourd'hui, les deux sont de nouveau face à face. Le choc des titans, Mohamed Ali contre Rocky, c'est pas possible, mais on va dire que ça l'est. François Batman vs Lafargue. Round 2. Donc avant toute chose, je tiens à m'excuser pour la tenue que je porte devant vous. Oui, bon, Stéphane, ça va, hein, pas de conseil à recevoir. Vous le savez, cher public, la vie étudiante est très chère. Tu connais pas. Alors, je n'accepterai aucune critique, et surtout pas venant de toi, Stéphane. Oui, parce que la dernière fois, j'ai quand même dîné avec lui, donc on parle de nos vies respectives au bout d'un moment. Il m'a fait comprendre que la mienne était d'une bassesse extrême. Pour illustrer, on était donc au Procop, un petit resto, tête à tête. Moi, je pensais à plein d'autres choses, apparemment lui non. Et donc, je lui ai dit que je rêvais de partir de chez moi, de louer un appart. Et donc, par courtoisie, je lui demande où est-ce qu'il loue et combien il paye à peu près. Et là, il a fait la location.
Non, t'es gentil, je suis propriétaire. Je fais très bien, ça commence bien. Ensuite, je lui ai parlé, vous savez, c'est la période de Roland Garros. Et elle m'a regardé, elle a fait, attends, Roland Garros. Ah ouais, j'ai une loge, mais j'y vais jamais. C'est pas grave. Et donc, du coup, à ce moment-là, il a donné un petit coup sur la table est devenue bancale. Et il a trouvé le moyen de me dire, ah, sacrebleu, la table est bancale, t'aurais pas un lingot? Au moins tu l'as compris, c'est pas mal. Bref, aucune réflexion Stéphane, ou alors offre-moi un costume. Revenons-en à toi, tonton. Comment allez-vous? Comment allez-vous? C'est vous? Parfait. Comment allez-vous? Parfait, très bien, voilà. Ils sont bien les D1 cette année? Mieux que ceux de l'an dernier. Allez. Vous avez beau être le roi des directs avec les QCM, le champion des high kicks avec les exposés et enfin le maître des uppercuts avec les dossiers, je ne courberai pas les chines. Rien à faire de votre zéro, moi aussi je peux le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un au BDE Asso 1 ici? Zéro en note d'assaut, monsieur Paresse. Voilà, moi aussi je peux le faire, même pas peur. J'ai appris que vous enseignez à l'X, ou Centrale. C'est assez ridicule. Je suis le meilleur dans le domaine du X. Ah, vous n'avez pas vu venir celle-là, hein? Bref, de toute façon, à la début des Goliaths, j'avais juste besoin d'une fronde pour vous écraser et Stéphane me l'a donné avec ce fameux concours de Mostel. Merci Stéphane. Bref, je me fais vieux. L'année prochaine, vous aurez des vacances, ne vous inquiétez pas. En attendant, je laisse la place aux jeunes imbéciles qui ont voulu nous égaler. Le concours de Mostel, c'est quand même une super expérience. On peut encore une fois remercier Stéphane Ancel par des applaudissements. Ça arrivera au moins très entendu. Donc je vous félicite tous d'être arrivés jusqu'ici, d'avoir participé, d'avoir pris le courage de venir parler devant le micro. C'est pas souvent facile. Et j'espère que vous avez gardé une super expérience de cela. Monsieur Lafargue ne mord pas. Voilà, merci à tous. Donc en fait tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de pression. Vous voyez ce qui a été fait l'année dernière, donc rassurez-vous, vous avez plus vos chances cette année. On va entamer réellement ce concours après les séances de clown. Nous accueillons un candidat un peu particulier. Il avait brillé au premier tour, il avait brillé par son absence au second tour pour des raisons qui lui sont tout à fait personnelles et j'espère que tu as réussi à conclure. Nous l'accueillons maintenant en finale hors compétition, comme on dit dans les festivals, Gaspard Nourricier, qui a en plus acheté un costume en attendant. Ce matin, au réveil, mon chien me parle. C'est mon sujet. Mes chers amis, honorables membres du jury, vous l'aurez compris, ce sujet est totalement irréaliste. Irréaliste en effet, car comme vous savez tous, je n'ai pas de chien. Je me trouve donc dans une bien inconfortable posture, car je ne peux, en aucun cas, par souci d'honnêteté, traiter mon sujet. Je suis comme qui dirait tombé sur un os. Os, chien, squelette, tout ça. Non, ok. Bon, toutefois, monsieur, afin de ne pas vous mettre dans l'embarras devant notre parrain, je vais malgré tout assumer la charge qui m'incombe, mais je ne peux m'empêcher de souligner le fait, monsieur, que si seulement vous m'aviez laissé la liberté de choisir mon sujet, nous n'en serions sans doute pas là. Je dis ça, je dis rien. Je me suis donc donné un mal de chien. C'est preuve d'une volonté acharnée, croyez-moi, j'en ai chié, pour dénicher chichement un certain charme à ce sujet sans queue ni tête. Comme je vous le disais, je n'ai pas de chien, ni chat, ni perruche, pas même une peluche. En revanche, j'ai un animal de compagnie qui m'est cher, et je vous le donne en mille, j'ai une petite amie. Non, ne riez pas. Ne riez pas, car sachez que ce n'est pas une mince affaire que d'avoir une petite amie. Il faut la nourrir. Il faut la sortir.
il faut la caresser aussi, basse besogne. Mais de tout cela, on reçoit en échange sa qualité principale. Je vous le donne en mille, sa fidélité. Je vais donc modifier quelque peu les termes de mon sujet. Ce matin, au réveil, ma copine me parle. Ah voilà qui est déjà plus réaliste. Car oui, elle parlait ce matin au réveil. Au petit déjeuner aussi d'ailleurs. Sur le trajet dans le métro, elle parlait. Pendant les films, qu'elle ne comprend pas, elle parle. Et ce soir, elle parlera encore. N'est-ce pas assez pénible d'entendre toute la journée des professeurs qui s'écoutent parler? Cette fille, qui n'est pourtant pas philosophe, et c'est le moins que l'on puisse dire, soulève un paradoxe intéressant que je vous soumets. Comment peut-on parler autant quand on a si peu à dire? C'est un grand mystère. Bon, je vous l'accorde, je suis taquin. Mais à côté de ça, elle possède un certain nombre de qualités que je m'en vais ici vous énumérer. Premièrement, elle est affectueuse. Ça, c'est indéniable. Elle est joueuse aussi, et c'est important. Mais ce qui me plaît par-dessus tout chez cette fille, c'est qu'elle a du chien, elle n'est pas docile. Et lorsqu'elle est enragée, elle montre ses canines, obscur présage, la situation s'envenime. Elle est grogne, je le sens venir. Elle grogne, mieux vaut se tenir alors à la fuite ou à l'euthanasie. Non, je ne suis pas misogyne, seulement elle me fatigue, c'est pourquoi je me suis mise au jean. Certains diront que pour faire le show et en cherchant à faire rire, je me suis montré macho, un vilain chenapan, véritable caniche dénié d'esprit chevaleresque. Mais les chiens ne font pas des chats, alors sachez mes chers, que si la femme est chien, je me ferai puce. D'ailleurs, mes amis me le disent, j'ai toujours eu un côté parasite. Mais sans distinction de race, car je ne suis pas raciste. La vérité, c'est qu'elle me paralyse. Alors pour conclure cette analyse, je citerai ce bon mot, devenu ma devise. Le grand Pierre Desproges disait « La femme est le meilleur compagnon de l'homme, comme l'épagnol breton. » À ce détail près qu'il ne manque à l'épagnol breton que la parole, et à la femme que de se taire. Merci. Comme quoi, je ne fais pas tombé loin. Je ne ferai donc aucun commentaire. Merci pour cette brillante prestation. On va entamer le concours avec les finalistes. Et vous savez ce qu'il y a à gagner. Je ne vous le rappelle pas. Bien sûr, le suite ESG. 1974-2014, l'histoire continue. La seule lavage. Non, faut pas laver. Et je remercie bien évidemment, avant de débuter, avant de laisser la parole donc aux autres candidats, le jury aujourd'hui, bien évidemment, vous les connaissez, vous commencez à les connaître, vous les avez, le grand François, le grand Frédéric et surtout la grande Cécile, qui m'accompagne depuis les premiers temps. Je t'ai fini ma phrase. Qui m'accompagne depuis les premiers temps de ce concours des Mostènes de l'année dernière. Bon, manifestement, on ne peut rien dire. Et devant ce jury, je vais appeler tout d'abord un homme, un vrai, un tatoué, un roux. En classe, c'est la force tranquille, le séducteur feutré, qui a l'air de dire viens découvrir ma beauté intérieure. Viens me faire découvrir. Louis Forget. Merci.
merci pour la description, c'est très sympa, merci. Bonjour à tous. Alors moi j'ai eu un sujet, franchement, qui me va très bien. Alors imaginez-vous, on est en 2044. Vous avez quitté le SGMS depuis plusieurs années et réussi brillamment votre vie. Pourtant la nuit, vous rêvez encore de votre première année. Alors c'est assez marrant parce qu'on est le 24 novembre 2044 et on a eu un pot avec les anciens. C'était très marrant de revoir l'ancienne promo. Hein. On a été encore obligé de s'occuper de Lucas après Martin à partir de 20h15. D'ailleurs, il va très bien, il a aussi beaucoup, il a très bien réussi sa vie, il vit une très belle idylle amoureuse avec Marie. Non, il a un bon job, tout se passe bien, tout se passe bien. Mais à ce pot d'ancien, il y avait aussi Jeff, alias Jeff West Coast. Il est devenu PDG de Tinder et Lovo. Franchement. Il a aussi trouvé l'amour. Non, je déconne. Mais il y avait surtout Stéphane. Oh, Stéphane. La chance lui a aussi souri, puisqu'il a ouvert une boîte. Non, pas une boîte de nuit. Non, une boîte de séduction. Sa boîte s'appelle un nom assez inattendu. Attendez, je parle de moi, c'est intéressant. Je lui remercie d'ailleurs de m'avoir emmené jusqu'ici. Ça a pu m'apporter une ligne supplémentaire sur mon CV. Oui, car grâce à ça, j'ai pu rentrer dans la célèbre entreprise Père du Crassa. Et oui, je vends des terrines de lapin au miel et au gingembre. Je suis devenu en l'espace de 5 ans le businessman de Rieta. Mais bon, à 35 ans, j'ai eu envie de changer de vie et je suis revenu dans mon terroir natal, Cognac. J'ai repris la distillerie familiale et j'ai repris goût au vin. Oui, j'ai eu un enfant et j'ai eu une femme aussi, qui est toujours là. Voilà, mais bon. Et mon fils a maintenant 18 ans et il a réussi un pari fou. Il a obtenu le concours de l'ESGMS. Donc, le SGMS en 2044, hein, je tiens à vous le rappeler, c'est derrière Harvard et juste devant HEC, hein, donc high level. Hein. Donc quand il m'a annoncé cela, franchement c'était la guerre froide. Non, la douche froide. Il m'a demandé, mais papa, mais comment ça se passe la première année? Alors là, je lui ai dit, il y a des choses que tu ne sais pas. Bon, j'ai 35 ans, je commence à avoir une petite bedaine, alors je lui ai dit, assieds-toi dans le canapé, prends un cognac, un cigare. On va parler. Ça reste entre nous, sinon maman risque de divorcer. Bon, je lui ai dit, tu vas voir, cette année, ça va être très traumatisant, parce que dès ton arrivée, on va t'appeler Bisu. Et pour la première fois de ta vie, tu vas adorer, tu vas même appeler les autres Bisu. Tu vas même l'assumer complètement. Tu vas avoir un t-shirt avec marqué Bisu et aucun problème, hein. Et ouais, tu vas arriver au Way aussi. Mais c'est aussi au Way que ta réputation commence. T'es MTC, comme dirait Stéphane Henri Delamarre. Mais c'est aussi au Way que tu vas faire rager papa avec la caution. Heureusement que tu n'étais pas au BDS. Alors ce qui est assez marrant aussi, c'est que ta première année, ton rapport avec Facebook va être bouleversé. Ce sera ta hantise d'y aller. Tous les soirs, tu verras, vous avez 72 notifications. Et Facebook te mettra un petit commentaire. Bonne soirée. Tu vas aussi connaître les joies de la school. Et oui, la pire, c'est la school post-partielle. Et oui, c'est assez marrant parce que tu as bossé pendant toutes les vacances de Noël, tu as l'impression pour la première fois de ta première année d'être intelligent. En l'espace d'une année, en l'espace d'une soirée, tu vas tout oublier. Après, tu prolonges vers le ski. Mais ça, c'est encore pire. Une semaine de fou. Tu mets 10 jours à te remettre. Cette année-là, j'ai aussi rencontré ton parrain, Valentin. Un grand homme, vraiment. Il est grand-parrain. Cette année-là, elle est gravée dans ma mémoire. Et si tu veux suivre la lignée des forgés, il va falloir bosser très dur. Alors, il fallait que je revienne aussi sur la première soirée du Way, hein, parce que mon fils, c'est très important, la première soirée du Way. Tu vas la finir environ entre minuit et 4 heures. Et ça, c'est nul. La deuxième soirée, c'est la folie. Tes reins sont endurcis, ton foie est ramolli. Bref, tu es parti pour une année de folie. Ensuite, tu rentres du Way. Et là, c'est les cours. Et là, ça commence à être sérieux. Mais bon, t'as pas trop le moral le matin, mais pourtant,
T'arrives avec la joie et la bonne humeur parce que tous les jours, eh ben, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Tu passes du 40 au 42, tu comprends pas pourquoi, il y a tout le temps de la bouffe. Voilà. C'est assez marrant parce que tu auras l'impression d'être une star. Hein. En l'espace d'un an, tu vas être sans arrêt sur le j'ai bu et le Kika. Ne regarde surtout pas le passif de ton père, tu risquerais de le renier. Et voilà, je ne tiens pas à te raconter la suite parce que la suite tu la découvriras, mais ça sera sans moi, puisque tout ça est derrière moi maintenant. Et mon fils, je t'embrasse et prends soin de toi pour ton année à Paris. Dédicace au... C'est le rêveur. C'est le rêveur. Avec l'œil droit romantique, l'œil gauche complètement perverse. Celui dont on se méfie pas et pourtant. Va-t-il aujourd'hui nous faire rêver? Zachary Dupin. Ah, la démarche, ça me fait, j'adore. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour à tous. Alors, d'emblée, j'aimerais apporter mon plus profond soutien aux courageux élèves qui comptent profiter du concours d'éloquence pour terminer, ou commencer pour certains, le dossier de Monsieur Lafargue ici présent. Inutile de mentir, hein, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi nous, un peu tapis dans l'ombre, comme ça dans le fond. Bon, en tout cas, promis, on essaiera de ne pas faire trop de bruit. Alors, bon. Pour ceux qui étaient absents lors de ma première prestation, et pour ceux qui étaient absents lors de ma deuxième prestation, et pour ceux qui étaient absents lors de mes deux premières prestations, eh bien, pas de bol, vous avez raté quelque chose. En tout cas, voilà, je m'appelle Zachary Dupin. Oui, il a encore pas de bol. Et mon sujet est le suivant. Où vont les rêveurs quand les rêves sont finis? Alors, avant de commencer, je voudrais dire une petite chose. Je suis vraiment très content d'être ici avec vous. J'ai mis beaucoup de cœur et beaucoup de temps dans ce concours. Et d'ailleurs, j'aimerais en remercier encore une fois personnellement l'organisateur, Monsieur Stéphane Ancel. Voilà. On espère vivement les 2 points bonus en information immédiate. Je disais donc que ce concours m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et donc arriver jusqu'ici me fait très plaisir. Parce que c'est vrai. Bon sang de bois, oui, comprenez putain, mais j'aimerais bien ne pas être censuré. Bon sang de bois, je disais donc, on y est enfin. La grande finale du concours de Mostène, les 3 glorieuses. 3 tours, 3 sujets, 3 textes, 2 standing ovations, mais aussi et surtout, ne riez pas, mais aussi et surtout d'innombrables moments de panique. D'ailleurs, j'en profite, j'adresse publiquement mes plus plates excuses à Kevin Laventure que j'ai failli assommer tout à l'heure en pensant que mon discours ne s'était pas sauvegardé. Donc Kevin, si tu m'entends, si tu es là, si tu n'es pas toi non plus en train de terminer ton dossier Lafargue ou de faire ma partie. Je ne m'appelle pas Zachary Dupin. Pardonne-moi. Le sujet qu'on m'a attribué donc cette fois-ci est le suivant. Où vont les rêveurs quand les rêves sont finis? Alors, il faut bien comprendre une chose. Je ne sais pas vraiment si ce sujet c'est un peu un message subliminal que le jury essaye de me faire passer un peu maladroitement vis-à-vis de la suite, de ma place sur le podium, tout ça. En tout cas, c'est pas grave, aujourd'hui je suis là et je vais vous en parler. Où vont les rêveurs quand les rêves sont finis? Vous me direz, ils vont au travail, mais avec ça, je risque pas de tenir bien longtemps. Alors, les rêveurs, pensez-y. Pensez-y. Les rêveurs. On l'est tous, non? Qui n'a pas, je vous le demande, un seul jour rêvé? Même les personnalités en apparence si réalistes, si froides ont rêvé. Au hasard, Monsieur Lafargue, au hasard, ne nous dites pas le contraire. Vous avez rêvé. Peut-être êtes-vous en ce moment même en train de rêver. Si on ne veut pas sur le podium, je rêve. Ça fait pas rêver. Alors, peut-être rêvez-vous des prochains élèves que vous inviterez à quitter le cours avec votre fameux... Bon, les deux messieurs du fond, prenez les affaires, vous s'en compte. Ou peut-être rêvez-vous de l'instant où vous allez corriger nos dossiers écrits, que nous devons d'ailleurs vous rendre dans quelques heures, je vous le rappelle,
Il va falloir s'y mettre. Les constructeurs chinois en Europe, mythe ou réalité? Chinese vehicles in Europe, myth or reality? Ça fait rêver pour lui. De toute évidence, Cheng'an Automobile Group, Roland Berger et autres Dongfeng Motor ont bercé les nuits de beaucoup d'entre nous ces dernières semaines. Mais alors, pour revenir à mon sujet. Lorsqu'un rêveur rêve, qu'advient-il quand son rêve se termine? Monsieur Lafargue, je vous le demande, qu'adviendra-t-il quand vous aurez terminé de corriger tous nos devoirs? Les plus pessimistes, ou les plus réalistes, diront qu'alors, quand un rêve s'achève, le cauchemar commence. Le dur retour à la réalité que nous connaissons tous s'impose. Mais alors, que faire après la fin du rêve? Cessons-nous pour autant d'être un rêveur? Et que signifie exactement quand les rêves sont finis? Est-ce que lorsqu'un rêve s'achève, il est fini à jamais? Oui. Est-ce que lorsque Monsieur Lafargue, toujours au hasard, aura terminé son travail de correction, il cessera de rêver? Pas le moins du monde. En revanche, nous élèves, quand nous aurons nos notes, bon, c'est notre histoire. Alors, quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre une chose. Le rêve est universel. C'est selon moi la seule faculté que toute l'humanité entière a en commun. Et je pense qu'il ne faut pas que la réalité dérange nos rêves. Alors, amis rêveurs, rassurez-vous, Monsieur Lafargue, rassurez-vous, vous aurez toujours un endroit où aller une fois que vos rêves seront finis, un endroit où vous pourrez vivre éveillé, mais aussi et surtout attendre jusqu'au prochain rêve. Oui, il ne faut jamais arrêter de rêver. Quand un prof vous dit « arrête de rêver, travaille », en fait, il est jaloux que vous soyez en train de rêver et pas lui. Vous pourriez parfaitement lui rétorquer « et toi, arrête de travailler, va rêver ». Testez-le la prochaine fois et vous verrez. Juste ne dites pas que c'est moi. Bon, alors, où vont les rêveurs quand les rêves sont finis? Que devient le spectateur après un match de foot? Que devient un élève après le cours de Monsieur Lafargue? Toujours au hasard. Que devient un candidat au concours d'Hémosthène une fois qu'il a quitté le pupitre? Que deviendrez-vous demain? Eh bien franchement, je ne sais pas. Vous deviendrez probablement, et paradoxalement d'ailleurs, la partie dormante de vous-même. La face immergée de l'iceberg. Bon, l'image de l'iceberg, c'est pas très flatteur, je vous l'accorde, que personne ne se vexe. En tout cas, sachez que rêver sa vie et vivre ses rêves sont deux notions qui ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Alors si je devais nous donner un conseil, je dirais vivons, mais n'oublions pas de rêver. Au fait, tout à l'heure, je vous parlais de Monsieur Lafargue comme quelqu'un de froid qui ne rêve pas. Eh bien, détrompez-vous. Parce que c'est Monsieur Lafargue lui-même qui a proposé mon sujet. Comme quoi les docteurs en géopolitique sont des rêveurs qui s'ignorent. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, quand le concours d'Hémosthène aura touché à sa fin, je n'arrêterai pas d'être un rêveur pour autant. Et peut-être alors, pourrais-je enfin vous dire où vont les rêveurs quand les rêves sont finis. Putain, c'est beau. Voilà. Pour finir sur une citation qui ne fait pas rêver, je dis oui, c'est pas drôle, hein, sinon c'est mon dernier passage, regarde. C'est mon dernier passage, j'aimerais bien en profiter, comprenez-moi. Je dirais donc, pour finir sur une citation qui fait pas rêver, je dirais que les rêveurs, c'est comme Stéphane Ancel. Ils recommencent chaque nuit et ils savent pas s'arrêter. Ça dépend recommencer quoi aussi, hein, t'as pas précisé. Merci. Elle est aussi pétillante que candide. Le monde de la publicité n'a plus aucun secret pour elle. Elle nous ferait acheter n'importe quoi, vraiment. Va-t-elle aujourd'hui défendre une noble cause? Cara Andréoli. Bonjour. Bon bah déjà merci au jury de m'avoir emmené en finale et merci aussi, ou pas merci d'ailleurs, pour ce super sujet. Vous êtes l'avocate de Nabila, donc je vous avoue j'ai bien galéré quand même. Je sais pas trop si c'est un sujet qui m'a été attribué personnellement ou pas, mais bon, on va dire que non.
Donc, je suis censée ce soir être l'avocate de Nabila et donc défendre Nabila, car comme vous savez tous, elle est actuellement en prison. Je me présente. Merci, un peu de silence. Je me présente. Christiane de Saint-Palais, avocate. Avocate un peu spéciale, certes, car je suis spécialisée dans la télé-réalité des stars un peu décalées. Oui, bon, je sais, je bosse avec des stars, mais pas besoin de vous prosterner devant moi, étant donné que ma position est plutôt glorifiante. Monsieur Ancel m'a conviée pour cette conférence aujourd'hui hautement culturelle, pour que je vienne présenter la cliente que je défends. Bon, je ne vais pas vous faire une plaidoirie de droit, parce que vraiment, je suis atteinte d'une grosse fainéantise. Je vous avoue que le dossier de droit m'a largement suffi. J'ai choisi d'assurer la défense de Nabila Benatia. Pas besoin de vous la présenter, je pense qu'elle est déjà connue de tous. Mais comment a-t-elle été connue? Pour la même raison qui a provoqué son emprisonnement aujourd'hui, un téléphone portable. Et oui, Nabila a poignardé Thomas parce que celui-ci ne voulait pas lui rendre. Je pense que vous connaissez tous aussi sa fameuse phrase. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, triple allô, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Une expression un petit peu dénudée de sens, comme Nabila d'ailleurs, dans les deux sens du terme. Et ce qui voudrait dire que parce qu'elle n'a pas de shampoing, elle n'a pas de cheveux. Et donc, que pour être une femme, il faut avoir du shampoing et des cheveux. Enfin, je pense que cela n'est pas vraiment l'essence de la définition d'une femme. Bon, bref. Et oui, avocate de star de la télé-réalité, parce qu'il est important de s'intéresser au monde de la télé-réalité. Oui, bah, c'est le futur de notre société. Toutes ces femmes vulgaires qui font le buzz, elles ne sont pas forcément d'un niveau intellectuel très développé. Notre société glorifie les culs plutôt que les cuits. J'ai rencontré Nabila à la maison d'arrêt de Versailles et j'admets que j'ai eu du mal à prendre une décision. D'accord, je suis spécialiste dans les stars de la télé-réalité, mais là, elle possède un niveau intellectuel en dessous de ses talons. Si vous voulez une image, elle est en ligne, mais il n'y a personne au bout du fil. Alors, accepter d'être son avocate ou refuser? Un véritable dilemme cornélien s'est imposé à moi. D'un côté, j'avais devant moi une femme avec un cuit tellement bas qui descend jusque dans sa poitrine. D'ailleurs, je ne comprends pas comment elle fait pour se tenir droite quand elle marche. Et puis, imaginez-vous, quand je lui ai posé la question à savoir si elle voulait un avocat, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Non, je suis au régime. Ce n'est pas une femme, mais une poupée en plastique. En plus, en tôle. Plastique, tôle. Enfin, l'avantage, c'est que là où elle est, ça lui fera au moins une cellule grise. Et aussi, une nouvelle chronique pour son émission. Après, Allô Nabila, ma famille en Californie. Allô Nabila, ma famille en prison. Youpi! J'avais tout de même devant moi une grande historienne qui explique la fabrication des téléphones portables de la guerre de 78. Pour les incultes, elle parlait de la Seconde Guerre mondiale. Et puis qui a aussi déposé sa phrase débile à l'Institut national de la propriété intellectuelle, comme si on allait lui piquer, franchement. Le paradoxe, finalement, c'est que son « allô quoi » donne plutôt envie de raccrocher que d'entamer une conversation. Je me suis retrouvée en face d'elle, elle m'a expliqué pourquoi elle était innocente et pourquoi je devrais la défendre. Elle m'a expliqué la relation qu'elle entretenait avec Thomas. Elle me parlait de ses orgasmes avec lui. C'est la première chose qu'elle m'a dit quand je lui ai demandé de me raconter comment ça se passait avec lui. Heureusement qu'elle n'a pas parlé de son chien, Angèle. Apparemment, pour Thomas, c'est Star Wars avec elle. Donc en fait, Nabila, c'est Dark Vador. Bah ouais, elle s'y connaît en sabre. Elle l'a pas raté, Thomas. Allô? Non mais sérieusement, non, désolée, je suis pas intéressée. J'ai une conférence super importante à terminer là. Au revoir. Excusez-moi, hein, c'est un commerçant qui veut me vendre du shampoing. Franchement, j'en peux plus.
Pour la chanson, je comprends que ça puisse vous choquer, mais vous savez, pour une avocate, être imprégnée dans un environnement totalement Nabila me permet de me concentrer vraiment dans le procès. Et puis ça va, c'est pas comme si le chanteur était mauvais. Ça montre qu'elle a du succès. La mise en phrase, je crois, reste quand même « J'ai vu ton petit bout qui va aller de l'heure à l'aéroport. » Waouh, c'est donné, Sofiane, franchement. Au fait, je vous prie de m'excuser, mais vous risquez d'avoir la chanson en tête toute la journée maintenant. Enfin bref, passons aux choses sérieuses. Comme dirait Nabila, il faut se méfier du loup qui dort. J'ai vraiment commencé à la comprendre par la suite. Bon, mes arguments de défense interprètent bien évidemment les éléments cités ci-dessus, car j'ai décidé de la défendre. Mais ma plaidoirie repose surtout sur la suite de mon discours. Car comme vous l'avez compris, je suis avocate et j'ai des éléments de défense à trouver. On a beau la critiquer, mais d'un côté, elle crée le buzz. Comme elle l'a déclaré, son acte n'était pas volontaire. Je ne pense pas qu'elle soit vraiment le produit du serial killer. Et puis, elle n'a pas eu une enfance facile. Imaginez une enfance composée d'un père musulman, d'une mère chrétienne et d'une grand-mère juive. Nabila a toujours cherché à plaire à son père. Mais affirmer sa féminité comme elle le souhaitait, c'était forcément lui déplaire. Alors, comment pouvait-elle construire une identité dans une famille qui lui empêchait de construire ses propres valeurs? Elle a un caractère rebelle de par la frustration qu'elle entretient avec son père. Donc, sa violence envers les hommes, c'est un peu comme une manière de se venger. C'est là qu'elle commence à se forger son caractère avec la télé-réalité, qui sont ses seules études. Sauf que le problème de la télé-réalité, c'est que les gens issus de ces émissions sont persuadés d'être quelqu'un, alors qu'en fait, ils sont malheureusement seulement connus pour n'avoir rien fait. Et d'autant plus que Nabila, elle n'a pas eu la chance d'intégrer une grande école de commerce comme l'ESG Management School. D'ailleurs, si elle était à l'ESG, comment elle serait à votre avis? Moi, je pense qu'elle envahirait sûrement Kika. Elle serait sûrement une rivale de taille quand même. Ce soir, au Jet d'Or, les Miss et Mister Pécho que j'ai nommés Camille Doré, son bel inconnu, et Marie-Hélène Demo et Lucas Prémartin auraient aucune chance. Et puis, Monsieur Ancel aurait sûrement oublié toutes les petites minettes. J'ai eu ma tante l'autre fois au téléphone. Ouais, vous savez, des finalistes de Secret Story 8. La cougar qui sort avec des gens. Elle m'a raconté un peu les histoires de background. Secret Story n'arrête pas de la tailler. C'est exaspérant de se fier juste à ce qu'en disent les journaux. Et je trouve cela d'autant plus exaspérant qu'une presse aussi scandaleuse comme Close Up ou Public puisse être autant prise au mot. Même si la presse est sûrement d'un niveau intellectuel, du même niveau intellectuel que l'accusé, celle-ci n'est même pas prise au sérieux. Je ne pense pas que Le Monde s'autorisera à écrire un article sur Nabila. Elle me dit pour sa défense qu'elle serait prête à se reconvertir, à trouver du travail, à changer de vie. Sérieusement, elle serait quoi? Une secrétaire? Bon, d'accord, dans l'optique qu'elle apprenne à utiliser un vrai téléphone. Moi, je trouve que Boucher lui irait beaucoup mieux. L'avantage, c'est qu'elle n'a pas besoin de faire une lettre de motivation. Le couteau, elle sait déjà l'utiliser. Elle m'a aussi montré le livre qu'elle a sorti. Ça part d'une bonne intention, mais il ne faut pas qu'elle le sorte, mais qu'elle le lise. Cette pauvre fille n'est connue que par son corps, qui vaut de l'or pour certains, et par cette image déformée d'elle qu'elle transmet. Cliché de la bimbo parfaite. Mais si Nabila était rousse, je pense que ces shampoings ne lui auraient pas servi bien longtemps. Elle aurait fait partie de ces roux heureux qui se rasent les cheveux. Fini. Il y a quelque chose avec les roues hein, quand même, parce que t'en sors pas de ton sujet quand même. Sur les roues. Ah ouais, je comprends bien. Il est grand, il est beau. À ce qu'il paraît, pas du tout. À ce qu'il paraît, il sent bon le fameux chaud. Il a charmé l'auditoire déjà à 2 reprises. Il a été le François Lafargue de cette année. Non, c'est pas possible. Claudio. Merci pour cette petite description. On rougit pas. Mes chers camarades, chers jurys, mes amis, c'est un bonheur pour moi aujourd'hui de me retrouver une dernière fois derrière ce pupitre. Une dernière fois devant vous avec un sujet aussi profond, dirons-nous. Qui dit dernier passage dit forcément dernier sujet.
Et mon dernier sujet s'intitule « La jeunesse rend-elle beau ?» Vraiment, quel plaisir de vous retrouver avec un sujet tout aussi intéressant que de parler de beauté et de jeunesse. Mais n'est-ce pas là une évidence après tout? Lorsque l'on est jeune, nous sommes dans la fleur de l'âge. Nous sommes au top de notre forme, nous sommes dynamiques, pétillants, imprévisibles, vivants. Les gens beaux sont les gens grands, minces, musclés, avec de formes gracieuses pour les filles et des tablettes de chocolat pour les garçons. Mais quel cliché atroce, mon Dieu! Malheureusement, c'est bel et bien ce terrible cliché que véhicule sans cesse notre société. Entre les marques de produits de beauté qui promettent à la gente féminine de revenir 10 ans en arrière, et ces stars tout aussi futiles les unes que les autres, qui espèrent à coup de botox revenir 10 ans en arrière. Non, mesdames. Non, mesdemoiselles, non, messieurs, par pitié. Cessez d'être un mouton égaré qui suit bêtement son troupeau. Pour une fois, rien qu'une fois, soyez le berger qui guide les autres. Nous ne sommes pas beaux parce que nous nous conformons aux critères futiles de notre société. Nous sommes beaux parce qu'avant tout nous sommes nous-mêmes. Vous êtes beaux, mes amis. Vous êtes beaux parce que vous êtes vous, fidèles à vous. Vous êtes beaux dans toutes les situations. À part sur le Kika et sur le j'ai bu, mais ça, on va dire que ça compte pas. Il serait dommage de traiter un si beau sujet seulement en répondant à la simple question du physique de l'être humain. Après tout, n'y a-t-il pas quelque chose de plus subjectif que la beauté elle-même? Sur quels critères se base-t-on? Qui sommes-nous pour dire que cette personne est belle et que celle-ci est moche? Je plaisante, hein. Pour moi, la jeunesse est belle pour plusieurs raisons. Les jeunes sont beaux, mais ils ne sont pas beaux parce qu'ils n'ont pas de rides, de bourrelets au ventre, de fesses raplaties ou je ne sais quelle complication liée au troisième âge, non. Pour moi, la jeunesse est belle car c'est tout simplement la future moisson de demain. Oui, c'est nous en quelque sorte qui sommes l'avenir. C'est nous qui formerons les futures sociétés. Parmi vous s'élèveront des hommes et des femmes qui marqueront l'histoire avec un grand H de futurs monuments. La jeunesse est également belle parce qu'elle a ce petit brin de folie en elle. Parce qu'il y a cette joie de vivre qui la caractérise tant. Les jeunes ont des rêves, des envies, une joie de vivre. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et surtout ils n'hésitent pas à se surpasser. Après tout, Simone de Beauvoir ne disait-elle pas « La jeunesse n'aime pas les vaincus ». Vous savez, il est encore plus important pour moi. Pour moi, la jeunesse est majestueuse car elle a des rêves plein les yeux. Il y a tout juste un mois, lorsque j'étais derrière ce pupitre, je vous parlais de l'importance du désir dans la vie, l'importance des rêves, mais aussi des rêves qui malheureusement peuvent se briser. Permettez-moi alors de vous raconter une petite histoire. J'avais passé mon BAFA il y a 4 mois de cela, durant le mois d'août dernier, et j'ai fait la rencontre d'un petit garçon très particulier. Ce petit garçon s'appelait Bastien, il avait 6 ans, et à vrai dire je ne me souviens plus pourquoi, mais je l'aidais à ranger sa chambre, et il me racontait ses rêves, et moi je lui racontais les miens. Et à ce moment-là, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mais tu sais, Clem d'amour, c'est pas parce que on passe forcément à côté de nos rêves que il n'y en aura pas d'autres qui vont se réaliser. Tu sais, moi j'ai toujours eu un rêve, j'ai toujours rêvé de devenir chanteur. Et je sais que c'est plus possible maintenant. Pourquoi ça, Bastien? Parce que je sais pas chanter sous la douche. Alors forcément, ce petit garçon m'a fait beaucoup rire, mais il m'a dit que maintenant il voulait être policier et qu'il s'entraînait très dur pour ça. Et que grâce à son entraînement surhumain, il arrive à porter son papa sur ses épaules. Forcément, ce petit garçon m'a énormément fait sourire, mais il m'a aussi beaucoup touché. Vous savez, c'est magique comme cette jeunesse a le pouvoir de vous redonner l'envie de vous battre, a le pouvoir de vous redonner le sourire, l'envie d'avoir des rêves, parce que eux, des rêves, ils en ont plein les yeux, ils en ont plein la tête, et que si un de leurs rêves se brise, c'est pas grave, parce qu'ils en auront toujours un autre. Henri Estienne a dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Il entend par là qu'il faut profiter de ce qui semble être le meilleur âge de la vie. Il faut croquer la vie à pleines dents. C'est pour ça que la jeunesse est belle, parce que tout semble tellement plus simple lorsqu'on est jeune. Regardez Peter Pan, un enfant qui grandit jamais. C'est carrément cool. Croyez-moi, si jamais je le pouvais, je resterais un enfant toute ma vie. Je ferais les 400 coups avec mon meilleur ami, je ne me prendrais pas la tête à savoir ce que je veux faire de ma vie, et je partirais en colonie, mais à chaque fois que l'occasion se présente. Malheureusement pour moi, la vie n'est pas un conte de fées, et il faut bien souvent revenir à la réalité. Je pense, non je suis même sûr, que l'on souhaite rajeunir tout simplement parce que l'on se sent nostalgique de cette période. On a envie de retourner dans une certaine forme d'ignorance, on a envie de pouvoir recommencer à vivre, et nous aussi, d'avoir des rêves plein les yeux. Vous savez, on dit souvent que Dieu fait bien les choses, mais vous êtes-vous déjà demandé juste une fois ce que cela ferait si on prendrait le cycle de la vie, mais à l'envers? Je l'explique. Tout d'abord, on commencerait par mourir.
Comme ça, c'est fait. Ensuite, on vivrait paisiblement dans une maison de retraite, avec des personnes qui nous soignent et qui répondent à nos besoins. On se fera ensuite expulser sous le motif que l'on est trop jeune. Ensuite, bon, forcément, on irait travailler, mais c'est pour le bien de la société. On travaillerait pendant 40 ans jusqu'à ce qu'on soit suffisamment jeune pour profiter de notre retraite. Et là, à la retraite, on ferait la fête, on s'amuserait. Ensuite, on irait au lycée, et puis le collège. Et puis on deviendrait un petit enfant, on jouerait, on s'amuserait, et on n'aura alors plus aucune responsabilité. Ensuite, on finirait par devenir un petit bébé, puis on retournerait dans le ventre de notre maman, dans lequel on passerait 9 mois paisibles, à réfléchir sur notre vie. Et puis on s'en irait, on quitterait ce monde dans un magnifique orgasme. Ne serait-ce pas là la vie rêvée, mes amis? Mais heureusement, qu'on soit jeune ou vieux, il reste toujours une part de beauté dans chacun de nous. Alors oui, je sais, j'ai certes une vision trop idyllique de la vie, trop idyllique de la jeunesse, et ça on me le reproche souvent. J'ai tendance à voir de la beauté un peu partout. Mais c'est mon tempérament, et si je pense qu'on idolâtre le fait d'être jeune dans notre société, c'est tout simplement parce qu'on éprouve une nostalgie envers la vie. 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse. Mais 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse, disait Victor Hugo. Alors mes amis, si j'ai bien un seul conseil à vous donner, profitez de la vie, parce qu'on ne sait tout simplement pas de quoi demain est fait. C'est maintenant avec une petite touche d'émotion que je me dois de retirer ma révérence. Alors merci tout simplement à tous d'avoir été présents dans cet amphithéâtre. Merci au jury et merci à vous tous d'avoir en quelque sorte vécu cette expérience avec nous et d'avoir partagé notre petite aventure. Et en guise de conclusion, pour ceux qui se sentent déjà trop vieux, il n'y a qu'à suivre l'exemple d'Oscar Wilde. Pour retrouver sa jeunesse, il n'y a qu'à recommencer ses folies. Merci. Il m'avait bluffé une fois déjà à l'entrée à l'ESG, une seconde fois, puis une troisième fois. Il se sert de sa baguette comme personne, je parle bien sûr sa baguette de magicien. Aujourd'hui pour nous, il a découpé sa moitié, tout simplement. J'appelle Yacine Autriche. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. À vrai dire, vu mon deuxième passage, j'avais autant de chance de passer en finale que de voir un jour François Lafargue faire l'hélico dans une soirée cuir moustache. En parlant de soirée, Stéphane, vous n'étiez pas là le 6 à Orsay? La meilleure soirée! A posteriori, j'ai appris que vous aviez été de passage la semaine d'après à Gagny, à l'occasion d'un petit goûter d'anniversaire. Non, c'était mon frère. Je vois que vous préférez assister aux soirées des éliminés du premier tour plutôt qu'à celles des finalistes. Bon esprit. Bon, parenthèse fermée, je vous lis le sujet qui m'a été donné. Après avoir découpé votre compagne et l'avoir mangée, c'est pas fini. En éparpillant les restes dans la cage au lion du zoo de Vincennes, vous plaidez le crime passionnel. Alors, avant toute chose, cher jury, cher public, je vais procéder à une reconstitution de la scène. Plus précisément, je vais découper quelqu'un parmi vous au hasard. Tous vos noms ont été inscrits sur des papiers savamment mélangés dans ce bonnet. Une main innocente va donc procéder au tirage. Ce ne sera évidemment pas celle de Stéphane, car je n'ose pas imaginer ce qu'elle a déjà tripoté. La gauche ou la droite? Les deux.
Tu peux bien revoir ça. François Lafargue. Mon cher François, je suis au regret de vous apprendre que votre heure a sonné. C'est désormais pour l'éternité que vous serez absent. Je vais maintenant réaliser le rêve de tout étudiant s'étant fait exclure de cours ou s'étant vu attribuer un malus pour avoir jeté un coup d'œil furtif à son smartphone entre deux photos de Maxime Argentin à l'agonie sur le Gébu. Je suis si ému à l'idée que vous n'aurez pas le temps de corriger nos dossiers. François, après vous être allongé sur cette table, je vais commencer par vous relaxer avec un massage à l'huile de monoï. Vous savez, la viande est toujours plus facile à trancher lorsqu'elle est attendrie. Ensuite, je vous découperai en cubes de taille égale qui seront redistribués à chaque élève ayant eu votre matière en rattrapage pour qu'il puisse se sentir vengé. Ah, attendez, non, il y a quelque chose qui va pas parce que la reconstitution ne sera pas crédible. Vous voyez, en effet, il s'agissait d'un crime passionnel. Ma main brandit cette scie par amour à l'égard de ma défunte compagne et non à titre de châtiment. La première fois que j'ai raconté cette histoire, on m'a pris pour un psychopathe. Vous savez pas à quel point je brûlais d'amour pour elle. Je voulais être maître de son esprit et maître de son corps, maître de sa vie et maître de sa mort, régner sur sa tombe en même temps que sur son cœur. C'est pourquoi, après l'avoir saigné comme un porc à l'abattoir, j'ai pris plaisir à sectionner sa boîte crânienne avec la finesse des maîtres chocolatiers limités. J'en ai même fait un calendrier de l'Avent. Chaque jour, un petit bout de ma petite femme. Croyez-moi, c'est toujours meilleur que les mon chéri. Et à ceux qui diront que je suis allé trop loin, je répondrai que quand j'aime une femme, je l'aime à lui couper le souffle et les boyaux. Enfin, toujours après l'avoir dépecé et avoir entassé ses organes, un corps palpitant dans ma bibliothèque. Sinon, qui va être ma cavalière pour ce soir? Ne pensez pas que je fais une apologie de la banalité du mal. Il faut savoir faire la différence entre une preuve d'amour, comme pour mon cas, et un meurtre délibéré. Ma femme n'est plus de ce monde, mais son esprit demeurera à jamais à mes côtés. Et comme disait Hugo, ce n'est pas la chair qui est réelle, c'est l'âme. La chair est cendre, l'âme est flamme. J'ai conscience d'avoir l'air d'un érudit baignant dans une fontaine de swag grâce à cette admirable citation. En vérité, ma culture trouve sa source dans la fiche de lecture imposée par notre professeur d'information et médias. À ce propos, Stéphane, vous devez être mis au courant du véritable trafic qui s'est mis en place ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Un marché noir de la fiche comme on n'en avait jamais vu entre les premières années et les 2G. Les demandes affluaient tellement que les serveurs de Facebook se sont momentanément retrouvés en surchauffe, entraînant une hausse de la température moyenne de notre hémisphère de 3 degrés et la disparition de plus de 124 ours polaires. Voyez-vous, la fiche de lecture est un véritable fléau pour notre planète, Stéphane. Donc j'ai immédiatement sauté sur l'occasion pour réaliser les captures d'écran
de tous les ingés ayant demandé le devoir en deuxième année, contre rémunération. Je propose de vous les faire parvenir en échange d'une place sur le podium du concours Démosthène. Je vois déjà les mauvaises langues crier à la corruption. Non, vous n'y connaissez rien. Ça, c'est de la corruption. Je crains que ce soit déjà fini. Non, mais après. Je sais pas ce que vous allez en faire, mais... Donc, avant... Je crois que vous rigolez. Donc, j'aimerais vous remercier et remercier Axel qui m'a aidé, grâce à lui... grâce à qui j'ai participé au concours Démosthène. Bon, il m'y a obligé, hein, mais bon, voilà, je regrette pas. Et je vous remercie, donc, je vais faire comme tout le monde, je remercie Stéphane Ancel pour ce magnifique concours. On va pas applaudir parce que, voilà, c'est chiant. Vous avez déjà été applaudi. Et je remercie le jury, vous, et voilà. Merci. Elle a un caractère affirmé, d'aucuns diraient intransigeant, haute en couleur, fan elle aussi de Nabila et de ses théories géopolitiques, Kenza Zaoui. Assalamu alaikum. Mon sujet est « Qu'avez-vous que les autres n'ont pas ?» Je suis tuniso-marocaine, donc une arabe. Et nous savons tous ce que cela veut dire. Ce que j'ai que les autres n'ont pas, toutes les choses que je leur ai volées. Trêve de plaisanterie, mes très chers camarades, chers membres du jury. D'abord, je tiens à vous dire à quel point il a été laborieux de traiter le sujet que le sort, ce Dieu bien injuste, m'a dévolu. Ce sujet, le prononcer seulement, m'écorcherait les lèvres. Vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est, quoique si, maintenant je vous l'ai dit. Jeunes acolytes, d'être obsédés par quelques mots à vous empêcher de dormir la nuit. Insomnie. Ces mots cruels par ailleurs, ces injonctions terribles, puisqu'on me demande de dire devant d'autres ce que j'ai de plus qu'eux. On exige de moi que je clame sur ces autres ma supériorité. D'emblée, ce que je peux vous dire que j'ai de plus que les autres candidats, pour commencer, c'est un sujet des moins inspirants. Le genre de questions que l'on pose en entretien de personnalité, c'est dire. Et au moins, quand on me la pose dans ces circonstances, dans l'intimité d'une petite salle de ces locaux, n'ayant pour seul interlocuteur que les jurés qui me font face, je peux laisser libre cours à ma fatuité, dire à quel point je suis la meilleure, à quel point je suis un bonbon d'exception, un sucre d'orge de phénomène, que l'on serait bien mal avisé de ne pas accepter pronto subito dans le nouvel objet de ma convoitise, sur lequel mon ambition a jeté son dévolu souverain. Ce que j'ai de plus que les autres, cette foule insolite. On a déjà tué, massacré à la seule évocation de ce mot. Étrange, mystérieuse, menaçante, qui nous assiège de toutes parts, avec laquelle on doit s'arranger, se compromettre, cette foule, pour mener son bonhomme de chemin. Sans quoi, il nous boufferait, il nous mettrait en pièces. Si on n'y fait pas bien attention. Le visage qu'ils ont, ces autres, dont on parle le sujet, c'est celui de Monsieur Lafargue. Ils me sont vraiment contents que lorsqu'après des efforts tatillons et une minutie excessive, ils ont réussi à nous piéger, à déceler une faille, une absence. Alors, sifflant de leurs dents dans un sourire qui ferait pâlir d'envie le prince des ténèbres,
ils peuvent se réjouir d'avoir réussi à tailler des croupières à celui qu'ils ont désigné à leur envie de nuire. Mais en plus, il faut que je dise à leur face, à ces autres, que je pense sincèrement et tout bonnement avoir quelque chose qu'ils n'ont pas. Et puisque de ce quelque chose je dois faire un discours, autant dire que je dois, pendant quelques minutes, vous convaincre que je suis appelée à dire que ma supériorité est sensible, incontestable, indéniable, irréfragable, qu'elle n'appelle d'autres réactions face à elle que celle de la plus parfaite soumission. Ces derniers jours, comme je vous l'annonçais, ce défi m'a glacé le sang. Affolé, il m'a rendu l'air irrespirable, m'a transformé en un puissant poison pour la sérénité de mes amis. Je les ai harcelés, les pauvres, morigénés, je leur ai que difficilement, quand je les avais sous la main, concédé la moindre petite seconde de répit. L'inspiration, cette facétieuse catin, m'avait déserté pour de bon. Et il fallait bien faire payer le prix de cette désertion à ceux qui me tombaient sous la main, à ceux dont la présence à mes côtés me semblait acquise. Ah, il faudrait que je vous en parle un peu de mes amis, puisque leur nom est lancé. Je pense à une chose. Il y a bien une chose d'à peu près exceptionnelle que j'ai pu vivre dans ma vie jusqu'ici, bien tranquille, bien sage, bien heureuse, une révolution. Hiver 2011, il fait froid à Tunis. C'est-à-dire, pas trop non plus, mais il fait gris. Dehors, les rues sont bondées, en ébullition, tenant de la clameur indignée d'un peuple qui se lève. Les balles fusent, sont tirées pour tuer. C'est le sifflement cruel de la dernière tentative de vengeance d'une kleptocratie qui tombe, d'un clan qui vacille. Les balles sifflent, heurtent des crânes, prennent des âmes à la volée. Et il y a face à elles une foule solidaire qui refuse de lâcher prise, qui avance groupée, poitrine nue face au plomb qui les vise. Les maisons se ferment beaucoup, se claquent mûres. Tunis n'est plus sûr en cet hiver 2011. Pourtant, dans cette ambiance de quasi-guerre civile, dans les ombres qui s'accumulent, les nuages qui s'agglutinent à l'horizon de la nation, dans cette atmosphère étrange donc, nous sommes, moi et quelques-uns de mes amis, chez moi. Nous ignorons tous de quoi demain sera fait, mais nous chassons en attendant, par nos rires, les joies que nous nous inspirons les uns aux autres, toutes les ténèbres qui s'accumulent, comme exploit de ma courte et morne insignifiante existence, j'ai rarement connu mieux. Changement de décor à présent, moins tragique, sans doute. Il n'y a pas si longtemps de cela, ici même, à l'ESG, j'ai ressenti de nouveau ce sentiment de chaleur. Tout fraîchement débarqué à Paris, ne connaissant personne dans cette si belle et majestueuse ville, j'appréhendais cette rentrée pourtant tant attendue. Glacé par la peur de ne pas m'intégrer, je découvrais jour après jour de nouvelles personnes, toutes plus atypiques et uniques les unes que les autres. Aujourd'hui, près de 3 mois après mon arrivée ici, ce sont d'autres nuages que je chasse, d'autres grisailles, celle de la solitude, et de sieste triste qui ne veut jamais sourire. Mais toujours grâce à tous ceux que je garde auprès de moi, comme le plus précieux des trésors, et vous pardonnerez dans votre magnanimité cet accès de mièvrerie. Mes nouveaux amis, ma nouvelle famille qui sont ici, devant moi, pour me soutenir. Eux, par qui je tiens debout, alors que mes jambes pourraient à tout moment faillir. Mes amis qui font mon quotidien, ma fierté, eux je les ai, c'est une gloire, qui mérite plus que tout autre que je m'entame. Je n'ai pu penser qu'à eux dans les jours de torture qui m'ont vu préparer ce sujet qui me paraissait pourtant si insipide. Ce que j'ai de plus que les autres, ce que j'aurai toujours de plus que les autres, ce sont eux. L'avant-dernier maintenant, candidat, il s'adapte à toutes les situations. Il s'adapte à toutes les situations. Il est l'homme de la situation. Certainement le candidat le plus censuré de l'histoire des concours d'éloquence depuis Démosthène lui-même, Nicolas Perret. Bonjour à tous. Alors c'est l'histoire d'une grosse pute et
je rigole, on va se calmer sur les blagues olé olé. Ah, parce que j'ai pas envie d'être censuré toutes les 2 secondes, ça suffit. Ah mais après on comprend plus rien sur la vidéo, j'arrive, je dis bonjour et hop, je suis coupé, on va dire au revoir. Waouh, quel texte, quelle prestation. Et puis quand je monte la vidéo à ma grand-mère, elle comprend pas trop. Alors, la pauvre. Non les gars, aujourd'hui, ben, j'ai envie de vous faire rêver, de vous faire partir loin de... loin. Enfin quand même, quand j'y repense, quel est le motif de cette censure? Cela nuit à l'image de l'ESG. Bon, premièrement, faut pas s'enflammer, il n'y a même pas 500 mecs qui vont voir les vidéos. En général, c'est des gars de l'école, donc sur le sujet, ils sont plutôt au calme. Et donc ça tient moyen. La vidéo, elle dure quoi? 1h30, en plus les 10 premières minutes, c'est un discours de Stéphane, donc ça te saoule. T'as pas trop envie de continuer, puis moi je passe en au milieu 10 minutes, donc pour me trouver, faut vraiment pas avoir de chance. Et deuxièmement, qu'y a-t-il depuis nuisible pour une école qu'un simple texte un peu limite, borderline, je vous l'accorde, que des photos de soirée où l'on voit des professeurs profitant du cadre hors scolaire pour approfondir, disons-le comme ça, leur relation avec les élèves, avec un verre à la main, et je ne crois pas que ce soit du Coca-Cola. Oui Stéphane, je suis d'accord avec vous, c'est honteux, ça ne devrait pas exister. Les professeurs qui vont aux soirées d'intégration et quelquefois aux soirées de gala, c'est inadmissible. Vous avez tout à fait raison. Alors messieurs les censeurs, allez vous faire... Enfin, je ne dirai rien parce que M. Léry fait partie des censeurs. Alors, merci Armand. Plus sérieusement, c'est bientôt les fêtes, les cadeaux, la famille, et j'en passe. Qu'attend-on le 24 décembre au soir lorsque toute la famille est réunie? Outre l'intégrale de Patrick Sébastien et les meilleurs sketchs de Bigard, outre les costumes et les cravates un petit peu, voire beaucoup ridicules de M. Ancel, on attend le Padre de Christmas, le Père Noël. Alors pour certains, c'est bien sûr le curé de leur paroisse, le Père Noël. Mais s'il vient, c'est pas pour distribuer les cadeaux aux enfants, mais plutôt pour les enfants eux-mêmes. Alors aujourd'hui, on m'a désigné Père Noël. Au bonheur des dames, comme dirait Zola, rest in peace, ma gueule. Délicat, ça après. Alors, je vous vois tous, vous êtes bouleversés, intrigués, désappointés, désorientés, je le vois. Oh, pour bon nombre d'entre vous, vous pensiez que mon sujet était imaginez Stéphane Ancel, Frédéric Ancel, et où François Lafargue jeune, 3 petits points. Et 3 petits points, ça veut dire quelque chose, mais c'est trop facile, uniquement du clash sans profondeur. On a tous, ça casse. Voilà. 9 000 € pour ça. Merde. Donc on a tous déjà cerné les sujets. Non, les sujets, je m'embrouille. On a tous déjà... Ah non, mais je suis perdu. Ah, c'est bon. On a tous déjà cerné les défauts de nos professeurs, et cela a déjà été longuement pété et répété à maintes reprises. Mais, alors, quel est mon sujet? Telle est la question. Quand on me l'a donné, j'y ai pas cru, non. Et j'aurais peut-être dû garder l'autre. Je vous ai dit qu'on m'a désigné Père Noël. Vous révélez votre véritable identité secrète. Vous êtes le Père Noël. Petite minute de silence pour ce sujet ridicule, s'il vous plaît. Ah là là, cher jury, vous ne savez plus quoi inventer. Si vous voulez que les discours des élèves soient d'un minimum sérieux, donnez-nous des sujets sérieux. Comme dirait Coluche, à question conne, réponse conne. Vous révélez votre véritable identité secrète, vous êtes le Père Noël. Comme si c'était un secret. Comme si le Père Noël était par sa double identité comparable à un super-héros, incompatible dans le quotidien des gens. Spider-Man ne se balade pas en tenue latex rouge et bleu dans la rue tous les jours. Dans ce quotidien, il est Peter Parker, journaliste. Et Spider-Man n'intervient que quand on a besoin de lui. Eh bien, le Père Noël ne se balade pas en peignoir rouge toute la journée, en tout cas pas comme DSK. Mais seulement le 24 décembre, lorsqu'on a vraiment besoin de lui. Alors pourquoi un peignoir rouge, je ne sais pas vraiment. Il a peut-être pas le temps de s'habiller, il sort juste de la douche. Mais bon, pour distribuer des cadeaux aux enfants, c'est assez limite, je trouve. Il est donc vrai que je suis un super-héros, alors, un mythe. Bon, en général, c'est des gamins de 6 ans qui croient en moi, alors pour pécho, c'était pas ouf. Mais comme le dit le dicton populaire pour ce sujet, il n'y a pas d'âge. Enfin, je reste une légende dans l'histoire intemporelle, et crois-moi, cousin, j'en fais rêver des gamines. Mais il est temps de remettre certaines choses au clair de la vie. Mon
Mon ami Pierrot m'a dit de changer les mentalités. De changer les mentalités, l'image du Père Noël. Je veux être un Père Noël normal. Moi, Père Noël, je ne serai pas le Père Noël doté d'une longue barbe blanche, discriminant ainsi tous ceux qui n'ont pas de barbe. Je n'aurai pas non plus de longs cheveux blancs, discriminant ainsi tous les chauves, comme Frédéric. Chauve-type. Je serai mi-chauve. Il est plus là, c'est con. Je peux pas la faire. Bon, je serai mi-chauve, mi-barbu. Moi, Père Noël, je n'irai pas habiter au pôle Nord, rendant les visites de mes ateliers inaccessibles pour ceux qui n'aiment pas le froid. Je serai le Père Noël de Sydney, parce que c'est l'été au mois de décembre, et donc ce sera bien plus sympa sur la plage que sur la banquise. Moi, Père Noël, je ne serai pas le Père Noël seulement des gamins de moins de 10 ans, je serai le Père Noël de tous, et pour tous, et en particulier des femmes de 18 à 25 ans. Moi, Père Noël, je ne me déplacerai plus en traîneau tiré par des rennes stupides, où j'ai trop froid et qui vont à 2 à l'heure. Je dirais une Aston Martin, c'est qu'elle est plus classe. Moi, Père Noël, je ne serai pas le Père Noël en peignoir rouge, avec une tête de vieux rabougri. Je serai le Père Noël swag, avec un petit veston ratipé, belle là. Enfin, moi, Père Noël, je ne serai pas celui avec qui on peut se prendre en photo entre 2 steaks au rayon boucherie à Carrefour, qui ferait des pubs pour Coca-Cola, tout ça, pour épater la galerie. Non, non, je ne serai pas celui-là. Beaucoup de légendes circulent quant à mon poste de Père Noël. Vous vous demandez, mais pourquoi lui? Qu'a-t-il de plus que nous? Enfin, il faut savoir qu'il y a des sélections pour devenir Père Noël, et croyez-moi, c'est pas du gâteau, mais plutôt de la bûche de Noël. En gros, dès que l'ancien Père Noël en a marre de distribuer des cadeaux à des gamins péteux, il organise des sélections. Bon, je vous raconte pas les sélections, premièrement parce que c'est long et très compliqué, et deuxièmement, mais surtout parce que j'avais aucune idée de ce que pourraient être des sélections pour être Père Noël. Bien, on va parler maintenant des personnages qui m'entourent depuis Ben Lurette. Commençons, si vous voulez bien, enfin si vous voulez pas, c'est pas grave, par le Père Fouettard. Beaucoup de stéréotypes, de clichés sur lui. Alors ceux qui ne savent pas, le Père Fouettard, c'est le bonhomme en noir avec un fouet chargé de punir les enfants lorsqu'ils sont sages. Ça peut paraître assez louche en premier abord, un mec en noir qui fouette les enfants pour son bon plaisir. Mais c'est pas totalement stupide en soi. Ça oblige les enfants, ça oblige les enfants à être sages pendant l'année, sinon ils vont se faire fouetter. Bon, après il y a des gamins qui kiffent. Mais c'est pas la majorité. Et oui, d'ailleurs, on a souvent confondu, et j'ai souvent entendu cette anomalie, on a confondu le Père Fouras et le Père Fouettard. Le Père Fouras, c'est celui de Fort-Boyard. Le nom est assez proche, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que le Père Fouras est un peu limite. C'est-à-dire que le nom Fouras, si tu décomposes, je veux dire, d'un côté il y a four, l'objet ou le verbe fourrer, et puis il y a as. Dans le dictionnaire en français, je sais pas, et en anglais, as, disons que c'est le bas du dos. Donc le père qui fourre les as, et si en plus c'est lié aux enfants, ça fait vraiment moyen. Donc confondez surtout pas. Quoique je pense, ça aurait pas dérangé les curés, le nom du Père Fouras, tout ce qui touche aux enfants comme ça. Bon, après il y a la Mère Noël. Un autre genre, disons. Surtout que chaque Père Noël choisit sa Mère Noël. Et c'est là où on voit les petits coquins. Non mais il y a un vrai fantasme sur la Mère Noël. Mais vous verriez celle de l'ancien Père Noël. Il faut avoir vraiment envie. Hein. Pour Stéphane, je vous dis pas. Mais un gars normal avec sa morale, son honneur, il y touche pas. Même pas il la regarde. Alors si, moi je n'ai pas encore trouvé ma Mère Noël. Mais j'ai encore du temps, j'ai encore 2 ans pour choisir. Donc si t'es sympa, jolie, donc pas rose. Élégante, raffinée, si tu sens bon, que ton papa a plus de 20 millions d'euros sur son compte en banque, que tu aimes la saucisse, que tu sais faire correctement le ménage, la cuisine, enfin, tout ce qu'une femme censée sait faire, je t'invite à me rejoindre après. Et on en discute. Et enfin, il y a les lutins. Quelle belle invention, vous ne trouvez pas? C'est vraiment une belle canaille. Les ayant vus de près, c'est pas vraiment des lutins. C'est-à-dire qu'ils ont tous des lutins, ils sont petits, ils sont beaucoup, ils bossent toute la journée, ils se ressemblent tous, mais c'est-à-dire que quand tu regardes bien leurs yeux, ils sont un peu bridés. En gros, les lutins, c'est les enfants chinois. Mais quand tu dis aux gamins que ce sont d'autres enfants qui construisent leurs jouets et qu'en plus ils sont chinois, ça fait pas vraiment rêver. Hein. Bah ouais, pour l'enfant, déjà le chinois il mange les chiens. Alors si en plus, donc il y a déjà une haine de balle, alors si en plus c'est lui qui construit ses jouets, alors là,
Comme si le mot chinois était incompatible avec le rêve. Mais bon, si tu remplaces le mot chinois par lutin, tout de suite il y a un truc. Il y a un style qui se dégage. Vous révélez votre véritable identité secrète, vous êtes le Père Noël. Ah, je me remets toujours pas de ce sujet enfantin. Bref, comme je le pense, plus personne ici ne croit au Père Noël, sauf peut-être les membres du jury qui m'ont donné ce sujet. Mais là, ça devient assez inquiétant. Et si c'était justement un des membres du jury qui était le Père Noël? Ouais, ça devient de suite intéressant. Hein. Qui donc parmi ce gratin de professeurs, ils sont plus que 3, parmi la crème de la crème, parmi les meilleures pommes, parmi le haut du panier, serait le Père Noël? Un médecin peut-être? Ah, je ne sais pas. Il est difficile de savoir qui est le Père Noël, la Mère Noël et les lutins. Mais une chose est sûre, c'est que le Père Fouettard ressemble étrangement à François Lafargue. Imaginez-le en noir avec un fouet et une barbe. Ah, vous êtes à découvert, chenapan. Vieille canaille, on vous tient. Père Fouettard, je vous en prie, Stéphane n'a pas été sage pendant l'année. Il s'est mal comporté avec les jeunes filles. Fouettez-le. Punissez-le pour qu'il ne recommence plus. Enfin, ce sujet sur le Père Noël me fait directement penser à mon voyage au Mexique, plus particulièrement au Yucatan, où mon guide, monsieur Ito, Aipep de son prénom, la petite subtilité. Et il m'a dit cette phrase vraiment intéressante qui donne une vraie réflexion sur Noël et sur le Père Noël. Il m'a dit « Hasta la vista, baby ». D'ailleurs, ce matin, voulant prendre mon costume de Père Noël, j'ai ouvert mon placard, et puis comme j'étais de bonne humeur, et je suis assez... voilà, j'ai raconté une blague à mes vêtements, et j'étais tous pliés. Merci. Le dernier candidat. Oh la voix. Ouais. C'est la préparation de glace. Bien mais dur. Fin subtil roublard. Il nous a déjà montré qu'il savait parler à un dieu qui était en fait un bœuf. Est-il prêt aujourd'hui à tout pour gagner le concours? Jérémy Houry. Il reste 26 ans. Ouais. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous. L'autre soir, il y a un moment maintenant, j'ai reçu un message Facebook de Stéphane Ancel. Instant d'émotion. Je l'ouvre. Vous êtes prêts à tout pour gagner le concours Démosthène? C'est une question ou mon sujet? En même temps, qui n'est pas prêt à tout pour gagner le concours Démosthène? Qui n'est pas prêt à tout pour recevoir gloire et honneur? Qui n'est pas prêt à tout pour pouvoir avoir le sourire vicieux, mais non point charmeur de Stéphane? Oui, vous savez, celui qui fait quand il nous annonce comment est mort Félix Faure. Qui n'est pas prêt à tout pour voir le visage de Frédéric Ancel s'illuminer de respect? Il est parti. Qui n'est pas prêt à tout pour passer à l'oral devant Monsieur Lafargue en se disant c'est sûr, à celui-là j'ai plus que la moyenne. Chut. Hommage à ceux qui n'ont pas encore rendu le dossier, à nos camarades morts au combat. Qui n'est pas prêt à tout? Bref, c'est là que Stéphane m'a répondu que c'était bien le sujet. Alors je me suis mis à réfléchir et même à penser. C'est là que j'ai regardé mon porte-monnaie. Bon, je vous arrête tout de suite avec mon salaire de babysitter professionnel. Disons que j'allais pas aller loin. Mais heureusement, j'ai des parents aimants et compréhensifs. Je leur en ai parlé. Et ils m'ont dit qu'ils payaient déjà une blinde dans des locaux un peu douteux. Alors, s'ils se mettaient à payer les professeurs, ils allaient devenir douteux aussi. Et puis mon père m'a dit, le temps c'est de... L'argent! Oui, et il m'a donné du temps.
J'ai même envoyé à une conférence de Frédéric Ancel, c'est une histoire vraie, faire dédicacer l'ouvrage monumental et splendide, Les Printemps Arabes. Comme quoi je suis vraiment prêt à tout pour gagner le concours. Prêt même à mettre des cailloux dans ma bouche et à crier Démosthène. Ne faites jamais ça chez vous. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que Démosthène a avalé un des cailloux. Et que le plus dur, ça n'a pas été d'avaler. C'est à ce moment-là, je pense, que j'ai réellement compris ce que voulait vraiment dire prêt à tout. Prêt à tout, c'est quand ça fait mal. C'est quand une personne lambda n'est pas prêt à le faire. Prêt à tout, c'est parfois faire souffrir les autres pour son bonheur personnel. Faire souffrir les autres. J'ai fait une rechute, je le sens. C'est reparti, je vais encore tuer. Je ne serai plus couvert par la justice, mais qu'importe. Qui n'est pas prêt, là, maintenant, à tuer pour un point dans sa moyenne chez Monsieur Lafargue? Alors là, personne ne bouge. D'un côté, il y a le dossier, de l'autre côté, ouais, il est fou. Mais si là, maintenant, je vous disais qu'un demi-point serait, de ma part, reversé à celui qui tuera un de mes concurrents. J'ai d'ailleurs déjà reçu un message anonyme qui me réclamait un demi-point. Hommage à Chloé. J'ai aussi pensé à offrir mon corps. Bon, vu le jury, j'ai manqué de motivation. Il ne me reste donc plus que l'appel. Fer de lance de la pédagogie de l'ESG, symbole incarné de la connaissance et de la justice et de la bonté. Ce jury qui s'est donné et surtout recevoir. Je ne sous-entends rien, mais le blé est jeté. Pardon, les dés sont jetés. D'ailleurs, en parlant de dés, la vie n'est qu'un jeu. Mais quand on se donne corps et âme, à ce jeu, on ne peut plus s'arrêter. Je suis devenu addict de ça. Du concours. La nuit, je me fais des sessions fictives. Je passe sur tous les sujets. J'apprends mes cours en les déclamant. Oui, madame, partout, j'apprends mes cours. Et non, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette note officielle. Bref, la question ne se pose plus. Je n'ai pas le choix. Je suis tel un junkie. Je suis réellement prêt à tout pour gagner ce concours. Mais après, qui me fournira ma drogue? Cette sensation d'excitation devant pratiquement 200 personnes, 300. Il y aura bien les causeries de l'ESG au deuxième semestre, mais ça ne sera plus jamais pareil. C'est bon Stéphane, j'ai fait la pub que tu m'as demandé. Je peux avoir un sujet en plus. On peut refaire une autre session. S'il te plaît, j'ai presque fini mon passage et ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Bon, je vais garder un peu de décence pour finir. Récapitulons. J'ai essayé l'argent, j'ai essayé le crime, j'ai essayé la flatterie, mais il me reste le public. J'ai sûrement dû, au fil de mes passages, vous captiver, vous faire voyager. Je n'ai toujours pas convaincu le jury, mais peut-être que je peux vous convaincre vous. Après tout, pourquoi le public ne pourrait pas voter? Le droit de vote pour tous, celui des hommes, des femmes, du jury et du public. Je propose donc un système plus égalitaire. Ceux qui pensent que le public doit voter, lèvent la main. Allez. Il faut jurer avec les gens qui jurent. La démagogie, ça marche toujours. J'imagine que vous avez compris l'allusion. Vous avez tous l'air beaux et intelligents. Vous êtes tous promis à de grandes réussites. On ne sait jamais, peut-être que l'un de vous va devenir prof d'info immédiat. Bon, c'est peut-être à notre niveau. Mais quand même, vous avez l'air cool. Finalement, tout bien réfléchi, je suis vraiment prêt à tout pour gagner. Je suis tellement prêt à tout que je ne vais pas user de tous ces stratagèmes. Pour gagner honnêtement, il ne me reste plus que le talent. Je vous remercie beaucoup d'être d'abord resté si longtemps. On va délibérer. Pour ceux qui ont encore un petit peu de courage, et évidemment les candidats, on attribuera donc les prix. Et les champagnes. Alors, champagne, suite, t-shirt, et des surprises en plus. Avec quelques cahuètes, quelques chips, c'est la vie fort de Lila. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir cette année. L'année prochaine, je vous regarderai les petits cons venir, je vous dirai, on l'a baptisé cet amphi, on était là, rentrez bien, à tout à l'heure, et nous on délibère.
Au terme d'une très longue délibération, le jury, dans sa plus grande souveraineté, proclame le vainqueur du concours des Moscaines 2014. Nicolas Perret. Le numéro 2, Yacine. Le numéro 3, Louis Forger. Je précise que ça a été extrêmement compliqué, vous étiez vraiment vous étiez excellent. Après c'est très compliqué voilà, de départager et il faut bien, comme on dit, un vainqueur, un numéro 2 et un numéro 3. Les prix seront remis. On va peut-être laisser faire ça demain à la café. Hein pour la bouteille, il y a le gala ce soir. Faut que je te paye la bouteille au gala, c'est ça. D'accord, on verra ça. Extra. T'auras du coca. Donc non mais en tout cas, non, merci d'avoir participé, c'était génial. C'est pour vous, c'est vraiment un plaisir de vous voir aussi vous amuser et vous amuser intelligemment autour de ça. Moi je prends beaucoup de plaisir depuis l'année dernière et donc évidemment l'année prochaine on réitérera, n'est-ce pas, et avec un parrain prestigieux bien sûr. Déjà que là c'était au top. Mais on fera mieux encore que l'équilibre, je l'assure. Là, non, mais je vais dégoûter, vous allez voir. J'ai déjà quelques idées en tête. Merci beaucoup. Merci Cécile, merci François. Mon frère, bon, il a dû partir à Lille, donc c'est déjà pas drôle. On ne va pas ajouter la pierre, mais il m'a laissé aussi quelques notes et il était ravi d'être là. Donc on se retrouve soit tout à l'heure, soit demain, soit dans notre moment. Mention spéciale, alors vous pensez pour Chloé Spazierer qui n'a pas pu venir, voilà, et elle avait été excellente au premier tour, encore mieux probablement au second tour. Voilà, c'est comme ça une pensée. Et puis l'ami Gaspard, parce que ça aurait été encore plus compliqué si on avait dû t'inclure, il se trouve que on peut pas. Comment mais franchement, t'as fait l'unanimité, t'as beaucoup plu à tout le jury, c'était vraiment super. Donc, je trouve que c'est vraiment l'esprit ESG, voilà, ça va être je te remercie, c'était pour compléter. Quelque chose à redire? Voilà, comme d'habitude, donc c'est un jury qui n'a rien à dire. Et vous avez... Voilà, et je précise que vous avez des cacahuètes, des chips, des boissons de fou, du banga juste à côté, et c'est pour vous. Merci. Voilà, non mais c'est super. Cela dit, ça va être votre argent aussi, donc... Non, c'est la première fois qu'on nous autant vous écoutons. C'est vrai, il m'a dit tout à l'heure. C'est vrai. Il y a les exposés aussi. Oui.